Salut à tous, c'est Ska et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des résultats de Money in the Bank 2020 qui se tenait dans le quartier maître de la WWE à Stamford, Connecticut. Allez, c'est parti. Avant de commencer, je tourne la vidéo quasiment juste après Money in the Bank. C'est pour ça que j'ai les yeux un peu fatigués et la coiffure qui va avec. Mais bon, on va faire comme on peut. Un petit peu de café, ça devrait le faire. On commence notre soirée catch à minuit avec le kick-off Jeff Hardy contre Cesaro. Le match avait été annoncé la veille de Money in the Bank. On a eu droit à quelques segments à l'extérieur de la part de Jeff Hardy et de Cesaro. Cesaro qui nous a vraiment montré sa puissance. Il a dominé pendant pas mal de temps même, Cesaro, avant de subir un twist of fate de la part de Jeff Hardy, mais qui ne suffira pas. Seulement compte de 2, Cesaro s'est dégagé du twist of fate. On a même eu un petit segment à l'extérieur avec Jeff Hardy qui courait sur les barricades avant de se jeter sur Cesaro, un petit peu à la manière d'un funambule, comme on a déjà vu faire par Kofi Kingston et notamment John Morrison dans le passé. Et après 13 à 14 minutes, c'est Jeff Hardy qui gagne le match avec un Swanton Bomb, le tombé, le compte de 3 et la victoire pour Jeff Hardy. On pensait qu'après le match, il pouvait y avoir une arrivée de Sheamus pour continuer la suite de ce qu'on avait vu à SmackDown, la petite bagarre entre Jeff Hardy et Sheamus pour pusher Jeff Hardy. Sheamus n'est pas venu, on a eu un match classique, mais très bien quand même, très bon match. Premier match de la carte principale, le New Day qui défend leur titre face à 3 autres équipes, la Lucha House Party, Grand Metalik et Lince Dorado. La team composée de The Miz et de John Morrison et les Forgotten Sons, accompagnés de Jackson Ryker. Grand Metalik et Kofi Kingston sont restés pas mal de temps sur le ring avant de prendre le tag par quelqu'un d'autre. Au final, on a eu le tag de John Morrison sur Kofi Kingston. Et à un moment, il y a eu une espèce de Spanish Fly vers l'extérieur du ring entre John Morrison et Grand Metalik. C'était vraiment super sympa sur tous les autres catcheurs qui étaient en train de se battre. Ça rajoute un petit côté spectaculaire quand on connaît ces 4 équipes. Franchement, ça fait plaisir. Et l'histoire, c'est que Grand Metalik est resté vraiment pas mal de temps sur le ring. Il a jamais vraiment pu faire le tag à Lince Dorado ou à d'autres catcheurs. Pas mal de dégâts, il a subi pas mal de prises. Mais de l'autre côté, Biggie, Morrison, etc. ont réussi à se faire les tags entre eux tous. Et vraiment, Grand Metalik a subi vraiment beaucoup de dégâts. Vers la fin du match, Jackson Ryker, le manager des Forgotten Sons, a attaqué Biggie, mais l'arbitre l'a vu et du coup l'a renvoyé. Et au final, au bout de 12 minutes, c'est Biggie qui a réussi à faire le tomber sur Grand Metalik. Et c'est une victoire du New Day qui reste donc champion de SmackDown par équipe. J'ai vraiment pas mal apprécié le match. Malgré le fait que ce soit un peu bordélique, les tags s'enchaînaient vraiment beaucoup à la fin, il y avait vraiment beaucoup de tags, et ça devenait un peu bordélique, on savait même plus qui était là, quelle équipe était représentée, quel catcheur représentait quelle équipe. À un moment c'était les Forgotten Sons, à un moment c'était Biggie, après Kofi, après Morrison. C'est un match, c'était très actif, il y avait beaucoup d'action, mais à la fin c'était vraiment bordélique pour moi. Le fait qu'il y ait beaucoup d'action c'était pas mal, mais ça a engrangé quelques petites erreurs, notamment entre Morrison et Lince Dorado, qu'on pouvait voir vraiment à l'écran, des petits viens ici ou ça ton tour, etc. Ce qui peut gâcher le plaisir de certains spectateurs. Honnêtement, pas pour moi, je m'en moque. On a quand même eu un bon match, on va pas se plaindre. Et pour l'instant, les 2 premiers matchs qui nous ont été proposés étaient vraiment qualitatifs. Deuxième match de la carte principale, pareil, un match qui a été rajouté ce samedi, MVP contre R-Truth. Et honnêtement, en voyant l'affiche de ce match, on se doutait que ça allait pas vraiment être un match sérieux, que c'est pas vraiment un match qui allait servir aux stories principales ou quoi que ce soit. Et au final, ouais, vous allez voir que si. On a l'entrée de R-Truth qui arrive en faisant Make some noise, alors que, bah, comme vous savez, Covid-19, hein, personne dans la foule, pas de Make some noise, pas de réponse à ces What's up. C'est drôle, ça fait partie du personnage de R-Truth, c'est ce qui est drôle. C'était très bien fait de sa part, très bien fait de la part de la WWE. S'ensuit l'entrée de MVP qui arrive en faisant ses petits ball-in comme d'habitude. Sauf que R-Truth l'interrompt et lui dit non, c'est pas comme ça qu'on joue au basket. Et hop, il lui montre un petit step back, etc. C'est vraiment drôle, surtout quand on connaît la gimmick de MVP, le basketteur. De voir que R-Truth le reprend sur des faits comme ça, c'est hyper drôle. Moi j'ai bien aimé ces 2 petits segments. Sauf que à la fin de ce segment, on a l'arrivée de Bobby Lashley. On a sa musique qui retentit, lui qui arrive. On a MVP qui décide de se barrer. Et R-Truth essaye de partir également parce qu'il sait que ça va mal finir s'il reste là. Sauf qu'en voulant montrer quelque chose à Bobby Lashley, en faisant ça, il y a mis une tarte et ça a énervé Bobby Lashley. Et le résultat, vous vous en doutez, victoire en 3 minutes de Bobby Lashley. On sait que la WWE veut push Bobby Lashley qui est un petit peu en déclin en ce moment. Et honnêtement, c'était très bien joué. C'était très drôle de la part des 2 catcheurs.
Et l'arrivée de Bobby Lashley uniquement pour détruire R-Truth, c'était bien vu également, très bien joué une fois de plus. Troisième match de la carte principale, Bayley, la championne de SmackDown contre Tamina. Match pour le titre féminin de SmackDown. Avant le match, je me disais, est-ce qu'on va enfin avoir peut-être un heel turn du côté de Sasha Banks qui devrait trahir Bayley ou pas? J'attendais ça, on va voir. Avant que le combat ne commence réellement, on a pu voir Bayley et Tamina se trash talk, mais comme il faut. Après cette petite phase de trash talk, on peut voir Bayley qui met une gifle à Tamina. Tamina le prend très très mal, il lui dit « Tu me touches le visage, tu m'as touché le visage !» Elle était vraiment énervée. Elle a pris Bayley, elle a mis sur la 3e corde. Et une fois que Bayley était sur la 3e corde, elle s'est excusée, elle a supplié Tamina pour qu'elle l'excuse. Et le match a repris son cours. Il faut savoir que durant le match, Bayley a travaillé pas mal sur la jambe de Tamina, sur la jambe droite de Tamina. Bayley a également essayé de porter le Samoan Drop sur Tamina, mais en vain. En voyant la différence de poids des deux catcheuses, on pouvait s'en douter. Bayley s'est vraiment écroulée sous le poids de Tamina. Bayley a même pris le temps de faire une petite pause boisson. Pendant le match, elle allait à l'extérieur. Corey Graves lui a donné une bouteille d'eau. Elle a pu boire un petit peu et elle a jeté le reste de l'eau au visage de Tamina, ce qui l'a énervé. Elle re-rentre dans le ring. Tamina porte son Samoan Drop sur Bayley, mais Sasha Banks intervient pour arrêter le décompte de l'arbitre qui énerve Tamina. Tamina essaie d'attraper Sasha Banks, mais Bayley réalise un crucifix pour le compte de 3. Victoire en 13 minutes sans avoir apporté un finisher. What else? Du coup, c'était un match très correct. On a pu voir vraiment le visage de Bayley, comme on le voit ces derniers mois, vraiment méchante, agressive, grossière. Un visage de elle, quoi, tout simplement. Un visage qu'on veut, un visage qu'on veut d'un méchant. C'était très bien joué. Toujours pas de trahison entre Sasha Banks et Bayley. Après ce match, on a un petit segment de Rollins qui parle et qui dit « Je vais tout faire à Drew McIntyre, je vais lui reprendre sa ceinture coûte que coûte ». Après ce segment avec Rollins, on voit le segment Firefly Funhouse de Bray Wyatt en train de lire le livre Le Mouton Noir, en référence à l'ancienne gimmick de Braun Strowman quand il était dans la Wyatt Family. Et on passe de suite au match. Match numéro 4, Braun Strowman contre Bray Wyatt. Non, pas lui. Bray Wyatt. Pas lui non plus, putain, vous êtes con à la prod. Strowman commence à gagner toutes ses épreuves de force contre Bray Wyatt. Il le repousse à chaque fois vers le sol. Et Bray Wyatt rigole. Il y félicite même. Il félicite Braun Strowman. Parce que c'est sa création. Braun Strowman est la création de Bray Wyatt. Il le félicite pour ça, de gagner, de le battre entre guillemets en épreuve de force. Vers le milieu du match, on a un petit segment à l'extérieur. On voit Braun Strowman qui commence à se préparer pour réaliser sa charge qu'il fait d'habitude à l'extérieur. Sauf que Wyatt esquive et Braun Strowman fonce dans la table des commentateurs. Et on voit même une petite marionnette à l'extérieur, en tant que spectateur du match on va dire, qui lui dit « Finis-le, finis Braun Strowman ». Et Wyatt attrape Braun Strowman et lui porte un DDT à l'extérieur du ring, devant la table des commentateurs. Les deux catcheurs re-rentrent dans le ring. Bray Wyatt porte son Sister Abigail. Seulement pour le compte de 2, Braun Strowman arrive à se dégager et porte un chokeslam en retour et sort du ring. Il est resté quelques temps, on se doutait qu'il se passait quelque chose, c'est bizarre qu'il batte en retraite comme ça Braun Strowman. Et une fois qu'on le revoit re-rentrer dans le ring, il avait mis son mouton noir. Il avait mis le fameux masque du mouton noir. Celui qu'il avait avant dans la Wyatt Family, comme je vous ai dit tout à l'heure. Du coup, là, on s'est dit, ça y est, Braun Strowman est revenu dans la Wyatt Family comme Wyatt lui avait demandé. Alors que non, pas du tout. Il enlève le masque, il l'écrase au sol, et prend Bray Wyatt, il porte un Running Power Slam pour le compte de 3. Et victoire de Braun Strowman, malgré ce qu'on pouvait penser. Victoire en 10 minutes pour Braun Strowman. Et ce qui était très bon dans ce match, c'est une fois que Braun Strowman avait mis son masque de mouton noir, Wyatt était très content, il était vraiment très dérangé, il poussait des cris dérangeants, il était vraiment dérangé, c'était vraiment très plaisant à voir et Wyatt est vraiment un excellent catcheur, il est en forme en ce moment, c'est exceptionnel. À la fin du match, une fois que Braun Strowman est parti avec son titre, on voit quelques images de Bray Wyatt en train de souffrir de sa défaite entre guillemets et on voit des petites apparitions, des petits flashs de The Fiend. On peut se douter que pendant les prochains mois, on va avoir The Fiend contre Braun Strowman en tant que match revanche. On va pas s'arrêter là, je pense, de leur côté. Et avant de retrouver le match pour le titre WWE entre Drew McIntyre et Seth Rollins, on a un segment. On espère que ce soit le dernier segment du hacker. On veut savoir l'identité, même si on a plusieurs spéculations, on a plusieurs idées. Personnellement, j'ai plusieurs idées également. Finalement, on ne saura pas qui c'est. On le voit juste. Il est en train d'observer Daniel Bryan. On voit Xavier Woods. On voit des tonnes de catcheurs. Mais on ne sait pas. Est-ce Ali, grâce au logo?
Est-ce CM Punk? Pourquoi pas? On sait qu'il s'est rapproché de la WWE, mais on sait pas s'il y a un contrat de signer ou pas. Ce sont juste des idées. Est-ce une catcheuse? Peut-être. Pourquoi pas? Pas de réponse. Toujours pas de réponse. On va voir ça d'ici les prochains mois. Il faudrait pas trop qu'il tarde non plus, parce que je pense que les gens vont commencer à se lasser de voir des segments. C'est exactement la même chose. On n'apprend rien de plus à chaque fois. Ça devient un petit peu rébarbatif. Et donc, match numéro 5. Drew McIntyre contre Seth Rollins pour le titre WWE. Il faut savoir que Drew a beaucoup dominé pendant le début du match, avant que Seth Rollins ne s'acharne sur sa jambe gauche qui est sa préférée pour porter le Claymore Kick. Ce qui a obligé à Drew McIntyre de sortir du ring, et il a reçu des topés suicidas entre la deuxième et la troisième corde plusieurs fois par Seth Rollins. Au bout du troisième topé suicida, Drew McIntyre a réussi à attraper Seth Rollins en l'air et l'a écrasé sur la table des commentateurs. Quelque temps après, on les retrouve dans le ring. On voit Seth Rollins qui est en train de dominer, de porter des gros coups de pied à McIntyre. Il tente le tomber, mais McIntyre se dégage au bout de 1. Simplement 1. Rollins s'énerve et sort du ring, va chercher une chaise, mais l'arbitre lui fait bien comprendre que s'il utilise cette chaise, ce sera fini pour lui le titre de la WWE. Rollins lâche donc la chaise. Il se projette dans les cordes, mais Drew McIntyre le contre avec un Future Shock DDT, simplement pour le compte de 2. Quelque temps après, on voit Seth Rollins sur la troisième corde, mais Drew McIntyre est également sur la troisième corde et lui porte un German suplex de la troisième corde. Alors Drew McIntyre se prépare pour le Claymore Kick, mais Seth Rollins lui porte un super kick. Il se prépare pour lui porter le stomp, mais Drew McIntyre l'intercepte avec headbutt. Il lui a fait une zizouko. Avec l'impact du coup de tête, il se projette dans les cordes, il essaye de reporter un super kick qui passe. Drew McIntyre se projette également et porte son Claymore Kick. Et là, 1, 2, 3, c'est terminé. En un peu moins de 20 minutes, si je ne m'abuse, Drew McIntyre reste le champion de la WWE. Et ça fait plaisir. J'en peux plus, moi, de Rollins, là. C'était vraiment un bon match. On voit qu'il commence à se connaître de plus en plus. Il y a eu beaucoup d'esquives. Il y a eu des esquives de Stomp, il y a eu des esquives de Future Shock DDT, de Claymore Kick. C'est deux gars qui arrivent vraiment à bien travailler ensemble en ce moment. Et ça fait plaisir de voir des matchs comme ça. Et j'espère que la WWE va continuer à nous en proposer. À noter qu'on n'a pas eu d'intervention de Murphy, qui est quand même le bras droit, même si on le voit de moins en moins avec Seth Rollins. On va voir à Raw ce soir ce qui va se passer. Est-ce que Seth Rollins va lui en tenir pour coupable ou quoi? On ne sait pas. On va voir. Et là, on arrive dans le main event. Après une petite pub, on voit Michael Cole et Corey Graves qui nous font la promotion, bien entendu, de ce main event. Le Money in the Bank match le plus unique au monde. Les catcheurs vont partir d'en bas du siège de la WWE pour se retrouver sur le toit où est installé un ring avec des échelles et forcément, bien entendu, les mallettes. Il faut savoir également que le combat féminin et le combat masculin commencera en même temps. Bien entendu, à situation unique, entrée unique, les catcheuses sont rentrées 2 par 2 et ensuite les catcheurs également 2 par 2. Et ils ont été présentés un petit peu à la manière de Next, l'émission américaine. Je ne sais pas si vous voyez. Ici, vous avez un petit carré avec tout ce qui me représente. Ma taille, mon poids, où je suis né, mon finishing move. C'était bien joué, ça faisait un petit peu du nouveau. C'était pour contrecarrer les entrées classiques. On ne pouvait pas faire des entrées classiques. Quand on est dans un immeuble, c'est logique. Et donc les catcheurs et les catcheuses ont commencé en même temps, mais pas dans la même pièce, bien entendu. Et l'entrée qui m'a fait le plus marrer, c'est l'entrée de Daniel Bryan. Il est arrivé tout souriant comme ça, c'était le dernier à rentrer. Il est arrivé tout souriant, il a fait « Alors les gars, vous êtes prêts à vous battre ?» Comme si c'était quelque chose de normal de se battre dans une salle de gym, parce qu'ils ont commencé dans une salle de muscu pour les catcheurs. On a également eu Asuka qui a pas fait d'entrée en fait. On avait les 5 catcheuses en bas et on avait Asuka qui était déjà un étage au-dessus. Et dès que le match a commencé, elle s'est jetée dessus. Elle a porté un dive sur toutes les catcheuses qui les a couchées au sol. Il faut savoir que ce match a été tourné à la manière d'un mini-film, un petit peu comme on a eu avec Undertaker et un petit peu comme on a eu au Firefly Funhouse, même si ça c'était un peu plus dérangeant, c'était quand même autre chose. Mais entre Taker et Edgy Styles, ça a été tourné un petit peu pareillement. On a Otis qui a pris une barre de squat qui était chargée, qui était vraiment bien chargée, et qu'il a mis sur Edgy Styles quand il était allongé au sol au niveau de la poitrine, ce qui a empêché Edgy Styles de bouger, bien entendu. Vu son poids, il pouvait pas bouger, vraiment cette barre qui était très chargée, très lourde. Ça fait qu'il a été bloqué pendant un certain temps. C'était une phase un petit peu drôle du match. Vous allez voir qu'il va en avoir vraiment beaucoup. C'était bien joué de la part d'Otis pour gagner du temps. Tous les catcheurs s'en vont
et essaye de trouver un ascenseur ou des escaliers pour monter, bien entendu, sur le toit. Hormis Rey Mysterio qui a un petit peu de retard, on voit d'ailleurs Rey Mysterio qui passe à côté d'AJ Styles qui est allongé sous la barre, le pauvre. AJ Styles lui demande de l'aide et Rey Mysterio refuse et trace sa route. Après quelques temps, dans l'ascenseur, on revoit plus tard Bryan, Otis et Corbin en train de se battre dans une fausse salle de catch, un faux ring de catch, pardon, dans une salle. Corbin a les bras attachés aux cordes et Bryan porte des yes kicks à Corbin et on a Otis derrière qui est content, qui nous fait des yes movements en criant yes. C'était encore une fois hyper bien joué de la part d'Otis, ça fait plaisir, c'était une fois de plus un segment drôle. Quelques temps après, on voit les catcheuses Nia Jax, Baszler, Dana Brooke et Carmella en train de se battre dans une espèce de salle de réunion, une salle de réunion de Money in the Bank. Nia Jax commence à prendre l'avantage, mais reçoit un coup de chaise dans le dos de la part de Dana Brooke. Dana Brooke monte sur la table, récupère une mallette remplie de billets, elle est hyper contente, mais effectivement c'était pas la bonne mallette, c'était une mallette d'entraînement parce que c'est la salle de réunion de Money in the Bank, donc ça faisait un petit peu objet décoratif. Et du coup, on voit Stephanie McMahon qui dit à Dana Brooke, mais non, mais t'as pas gagné, c'est pas la bonne mallette. Et là, je peux vous dire, elle s'est décomposée. Les caméras reviennent sur AJ Styles qui a réussi à se dégager de sa barre de squat. Il cherche Rey Mysterio partout, il a envie de se venger, de savoir pourquoi il l'a pas aidé. Sauf qu'en cherchant dans les couloirs, il apparaît devant un grand poster de l'Undertaker. L'Undertaker qui l'a battu il y a un peu plus d'un mois à WrestleMania, qu'il a enterré vivant. Dès qu'il a vu ce poster, il s'est mis un petit peu à avoir peur. Il n'était pas bien, il n'était pas dans son état normal. Il cherche Rey Mysterio dans un peu toutes les pièces. Il ouvre une porte, et là c'est une salle un peu mortuaire, un peu en ambiance justement Undertaker. Et dans cette salle, il y avait un cercueil, donc ce qui représente vraiment l'Undertaker. Et là, c'est Aleister Black qui arrive et qui l'enferme dans cette pièce. Après ce petit segment, on voit Paul Heyman qui est en train de manger tranquillement. Il a 2 grandes tables, rien que pour lui, rien que de nourriture. Sauf que tous les catcheurs et catcheuses se retrouvent dans la même pièce. Et là, ça part dans un combat sans nom. On voit Otis qui entarte Paul Heyman. On voit Shayna Baszler qui est en train de porter un collier d'étranglement à Rey Mysterio. Et on voit même Carmella qui passe à travers une table. Nia Jax fait passer Carmella à travers une table. Ça a été un bon segment de 5 minutes, bien bordélique, bien what the fuck. Mais ce segment a surtout permis à certains catcheurs d'être ralentis et forcément de se retrouver avec moins de catcheurs sur le toit une fois dans le segment final, bien entendu, c'est normal. Quelque temps après, on voit un employé passer la serpillière dans un étage du bâtiment, des bureaux, tranquillement. Il est rejoint par Asuka, qui lui demande comment monter, sauf que elle lui demande en japonais. Et lui le pauvre, lui il comprend pas ce qu'elle veut. Et du coup, Asuka est rejoint par toutes les catcheuses, et Asuka qui donne des petits coups de serpillière à Shayna Baszler et Nia Jax. C'était assez sympa. On voit également Dana Brooke arriver en courant, sauf que le sol est mouillé et elle s'éclate la tête sur le sol. Quelque temps après, on revoit AJ Styles qui a réussi à sortir de sa pièce avec son cercueil. On le voit se battre avec Daniel Bryan. À un moment, Bryan et AJ Styles rentrent dans un bureau pour se battre. Ils foutent vraiment pas mal le bordel dans ce bureau, sauf que on voit une personne au deuxième plan. Et là, c'est Vince McMahon, le grand patron de la WWE. Du coup, Bryan et AJ Styles, bien sûr, s'arrêtent de combattre. On est face au chairman, le boss. On ne se bat pas dans son bureau. Bien entendu, avant de ressortir du bureau, ils font genre de remettre quelques meubles en place, les chaises, etc. Et se pointent tous les deux du doigt pour dire « Ah non, c'est pas moi, c'est lui. Non mais c'est lui, c'est pas moi, c'est pas moi. » C'était vraiment, une fois de plus, je me répète, un segment qui était intéressant, qui apportait quelque chose, un petit peu d'humour à ce Money in the Bank qui est pas comme chaque année, hein, qui est tourné bien différemment. Et pour finir cette petite scène, on voit Vince McMahon qui s'applique du gel hydroalcoolique sur les mains. Et les deux catcheurs vont se battre à l'extérieur du bureau, AJ Styles et Daniel Bryan. Et là, ça y est, on arrive dans le final. On voit Lacey Evans, Asuka et Nia Jax, uniquement 3 catcheuses pour l'instant, en haut du building, dans le ring, avec des échelles, en train d'essayer de prendre la mallette. Et je vous avoue que pendant quelques temps, beaucoup trop longtemps, à mon goût, on voyait Asuka qui montait l'échelle, et puis Lacey Evans qui la rattrapait, qui la faisait descendre, Lacey Evans qui montait, qui la faisait descendre, pendant... On a eu ce petit jeu du chat et de la souris pendant vraiment longtemps, ça se voyait que c'était... Je sais pas si c'était pour gagner du temps ou quoi que ce soit, si c'était volontaire. Dans ce cas-là, si c'était volontaire, pour moi, c'est pas très bien réalisé. Jusqu'au moment où Baron Corbin arrive, Asuka arrive à se dépêtrer de Lacey Evans. Asuka monte, va pour récupérer sa mallette, mais Baron Corbin lui en empêche. Pourquoi il a fait ça?
Mais vous lui avez dit qu'il y a une mallette pour chaque personne? Une féminine, une masculine? Elle n'est pas obligée de se battre pour la même mallette. Hein. Baron Corbin qui empêche Asuka de récupérer sa mallette. Pour quelle raison? Je ne sais toujours pas. Finalement, c'est quand même Asuka qui a pris le dessus sur Baron Corbin en lui mettant un coup de poing, si je me souviens bien. Asuka porte un coup de poing, Baron Corbin se pète la gueule de l'échelle et Asuka gagne le Money in the Bank féminin. Et donc, Mrs. Money in the Bank 2020, Asuka. Tous les catcheurs commencent à arriver. Otis rejoint King Corbin. Aleister Black porte un Black Mass sur Otis. Et on a l'arrivée de Rey Mysterio et d'AJ Styles chronologiquement. AJ Styles se débarrasse d'Aleister Black et de Rey Mysterio qui était monté à l'échelle. Peu de temps après, on voit Baron Corbin choper Rey Mysterio et le faire passer par-dessus l'immeuble. Comment? Rey Mysterio est passé par-dessus l'immeuble? Comment? Bon, d'accord, Rey Mysterio est passé par-dessus l'immeuble, d'accord. 2 secondes après, Aleister Black il passe par-dessus l'immeuble. Ça a changé le Royal Rumble là, c'est devenu un peu plus agressif quand même, hein. Ouais. Mais bien sûr, on ne voit pas les chutes, il passe pas vraiment par-dessus l'immeuble, bien entendu. De ce que j'avais lu, avant que les matchs commencent, il y avait un bump comme ça qui était prévu, où Vince McMahon justement montrait lui-même la manœuvre à faire au catcheur, c'est énorme. Une personne aussi âgée montrait à ses employés comment réaliser des manœuvres aussi spectaculaires. Bien entendu, c'est un bump qui était prévu, et reste à voir au prochain Raw. Est-ce qu'on va voir Aleister Black et est-ce qu'on va voir Rey Mysterio? Est-ce qu'on va leur vendre des blessures et ne pas les voir pendant quelques temps? S'ils sautent d'un immeuble le dimanche, mais que le lundi ils sont à Raw, c'est un peu mitigé. Hein. Et là, on voit AJ Styles et Baron Corbin en haut de l'échelle. Ils sont en train de décrocher la mallette. Ils décrochent la mallette. Et là, Elias qui arrive. Elias explose sa guitare sur le dos de Baron Corbin, avec qui il était en rivalité il y a quelques temps. Il explose sa guitare sur le dos. La mallette tombe dans les bras d'Otis. Otis est le nouveau Mr. Money in the Bank. La mallette lui est tombée dessus dans les bras. C'est pas possible. Et on a donc Otis qui célèbre bien entendu sa victoire. Et donc Asuka et Otis auront droit d'encaisser leur mallette de championnat quand ils le souhaitent, quand ils le veulent. Le mini-film en main event, c'est vraiment super comme ça. C'est vraiment bien de tourner des trucs comme ça quand on n'a pas quand on n'a pas de spectateurs à cause du Covid. De faire des petits matchs comme ça, des petits trucs arrangés, c'est vachement sympa. Pour moi, les points négatifs, à prendre avec des pincettes bien entendu, c'est vraiment les gagnants, monsieur et madame Money in the Bank. Pour moi, c'est pas les choix que j'aurais fait. J'aurais pas donné les mallettes pour un championnat principal à des gens qu'on connaît par équipe, entre guillemets, hormis Otis qui a une petite feud avec Dolph Ziggler, qui a un petit truc avec Dolph Ziggler. Mais bon, c'est pas hyper réussi quoi non plus leur rivalité. Je trouve pas ça terrible personnellement, ça reste mon avis, ne me tabassez pas dans les commentaires. Que va devenir Kairi Sane? Que va devenir Tucker? Qu'est-ce qu'on va faire? J'imagine que la WWE a des plans, mais j'aurais vu plutôt quelqu'un en solo, du style AJ Styles, qui revient un petit peu d'outre-tombe, hein, c'est vraiment ça en plus. Ou bien encore Aleister Black, qui a jamais gagné de ceinture principale, pourtant c'est quelqu'un de charismatique, il a un très bon catch. Il faudrait peut-être pousser des mecs comme ça. Alors, certains vont dire, oh, mais Aleister Black, justement, il est déjà charismatique. Il peut être main eventer. Oui, il peut, mais faites-le alors. Faites-le. Et du côté féminin, j'aurais bien voulu voir Shayna Baszler. On nous la push de NXT, on nous l'a vendu comme très sauvage, comme le futur visage de la WWE. Et maintenant, elle est même pas arrivée sur le toit, je crois. Elle est pas arrivée sur le toit, non? En plus. Il me semble que Shayna Baszler n'est même pas arrivée sur le toit, vous imaginez? On nous dit que c'est la meilleure, que c'est la future, machin, etc. Elle fait que perdre. Voilà, donc c'est tout pour ce résumé de Money in the Bank. Ce n'est que mon avis. Donnez vos avis également dans les commentaires, ça ferait vachement plaisir. Vous pouvez vous abonner, ça aide vachement la chaîne. Vous pouvez lâcher un j'aime également si vous avez kiffé la vidéo. Et nous, on se dit à plus tard. Ciao! Time